À tous et à toutes. Chers camarades, chers amis socialistes, avant tout, permettez-moi de remercier François Comé, les camarades de cette fédération et nos partis frères pour le travail précieux que nous menons ensemble. Si je suis ici ce soir, c'est pour parler d'une évidence qui certaines refusent encore de voir. L'Espagne socialiste fonctionne. Et pas fonctionne au sens minimal. Non. Elle avance, elle résiste, elle transforme, elle inspire. Dans une Europe qui doute, une question s'impose. Comment se fait-il que là où tant de gouvernements reculent, l'Espagne progresse? Pourquoi, au milieu du bruit, de la peur, des discours de haine, un gouvernement de gauche parvient-il à créer de la stabilité, de la croissance et de l'espoir? Et c'est un miracle. Et c'est une anomalie statistique, un accident historique? Non. C'est le résultat d'un choix politique clair. C'est une gauche qui agit, pas qui tremble. Une gauche qui gouverne, pas qui commente. Une gauche qui ne s'excuse pas d'être gauche. Alors, je vous invite à une réflexion simple. Et si l'avenir de la social-démocratie européenne ressemblait de plus en plus à l'Espagne? Et si dans un continent traversé par les extrêmes, les laboratoires du progrès étaient déjà là, juste au sud de la France? Mais avant de parler des résultats, il faut comprendre comment nous gouvernons. Parce qu'en Espagne, la gauche n'a pas de majorité absolue. Vous le savez. Elle a construit loi après loi, vote après vote. L'Espagne est aujourd'hui gouvernée par une coalition progressiste, PSOE et Sumar, qui est le bloc de la gauche transformateur. De cultures politiques différentes. Et pourtant, un même engagement, empêcher la droite et l'extrême droite de gouverner et surtout garantir la dignité du peuple. C'est une coalition exigeante, parfois difficile, mais réelle. On discute, on négocie, on cède et on avance. Néanmoins, pour gouverner, un accord à deux ne suffit pas. Il faut bâtir au Parlement une majorité plus large. Une majorité plus large avec les forces progressistes plurinationales et oui, même avec Junts, le parti de Carles Puigdemont, un parti indépendantiste et oui, de droite. Ce n'est pas évident, ce n'est pas confortable et ce n'est pas naturel pour personne. Mais l'alternative, c'est un gouvernement du Parti populaire et Vox. Alors, nous nous battons pour chaque vote. Et malgré cette complexité, cela fonctionne. Parce qu'on s'en donne les moyens. Et je vais mettre un exemple. La réforme du travail, validée in extremis après une négociation intense avec plusieurs groupes du Parlement espagnol. Elle a transformé la réforme du travail, les contrats précaires, en CDI ordinaire. Plus d'1 million en un an. Et a mis fin au modèle d'exploitation des faux indépendants. Et c'est précisément cette capacité à faire passer des lois ambitieuses, même dans la difficulté, qui explique ce qui vient ensuite, l'exception espagnole. Si on parle aujourd'hui d'exception espagnole, ce n'est pas pour flatter notre ego. C'est parce que depuis plusieurs années, l'Espagne est l'une des économies qui croissent les plus vite de la zone euro, autour de 3% par an, tandis que plusieurs grandes économies européennes stagnent sous les 2%. Depuis 2022, l'Espagne fait partie du petit groupe de pays qui tire la croissance européenne. Aujourd'hui, plus de 21 millions de personnes sont affiliées à la sécurité sociale en Espagne, un niveau historique. Pour un pays qui, après la crise financière
étaient devenus les symboles du chômage en masse, c'est un changement profond. Et ce n'est pas le résultat de la magie. C'est le résultat d'un choix. Protéger mieux le travail et stabiliser les contrats, donner des droits sans casser l'économie. Entre 2018 et 2025, le salaire minimum espagnol a progressé plus de 60%, passant environ de 735 € à 1184 € par mois. La droite politique et économique nous avait promis l'apocalypse, une vague de faillites, une explosion du chômage, la fuite des entreprises. La réalité est exactement l'inverse. La croissance est restée forte. L'emploi a continué de progresser et près de 2,5 millions de travailleurs ont vu leur niveau de vie s'améliorer immédiatement. C'est un message politique très simple. Augmenter les salaires les plus bas, ce n'est pas détruire l'économie, c'est de la renforcer. Venons-en à un point que les Français connaissent peu, mais qui a été décisif, l'exception ibérique. En pleine crise énergétique, l'Espagne et le Portugal ont obtenu de l'Union européenne un mécanisme spécial, un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. La différence étant compensée par un ajustement payé par les consommateurs de gaz, pas par les ménages qui allument la lumière. Concrètement, qu'est-ce que cela a changé? Selon plusieurs analyses, entre l'été 2022 et l'été 2023, ces mécanismes ont permis de réduire fortement les prix des gros de l'électricité en Espagne et au Portugal, atténuant de manière significative les chocs énergétiques. En 2024, plus de la moitié de l'électricité espagnole est issue de sources renouvelables, un record mondial. Ce n'est pas seulement bon pour le climat, c'est bon pour la facture des ménages, l'indépendance énergétique et l'attractivité industrielle d'un pays où l'électricité est plus compétitive. Mais voilà, chaque progrès a ses adversaires. Et en Espagne, ils n'ont pas tardé à se manifester. Pendant plus de 5 ans, le Conseil général du pouvoir judiciaire, l'organe qui gouverne la magistrature, est resté bloqué. Pourquoi? Parce que le Parti populaire a refusé de le renouveler. Alors même que son mandat était expiré depuis 5 ans. L'objectif était limpide. Conserver une influence dominante dans les nominations. Empêcher une modernisation institutionnelle. Maintenir une tension permanente pour affaiblir un gouvernement progressiste et légitime. Ces blocages ont paralysé des centaines de nominations, affaibli des juridictions clés et fragilisé la confiance démocratique. En 2024, sous pression européenne, il a finalement été renouvelé, mais la leçon reste la même. La droite n'a pas hésité à abîmer les institutions pour défendre ses positions de pouvoir. Et la meilleure preuve, la voici, un cas qui dit tout, lui, tout seul. Je vais vous partager le cas d'Álvaro García Ortiz. L'affaire est simple à comprendre et tragiquement révélatrice. Les compagnons d'Isabel Díaz Ayuso, présidente ultra-conservatrice de la région de Madrid, a été mis en cause pour fraude fiscale dépassant les 350 000 €. Il a reconnu les faits et il a cherché à négocier un accord avec la justice pour éviter la prison. Ce même homme a porté plainte contre le procureur général de l'État, Álvaro García Ortiz, en l'accusant d'avoir transmis ses informations personnelles à la presse. Mais aucune preuve ne reliait les procureurs et la fuite. Plus de 600 personnes disposaient de ces données avant lui et il a été établi
que l'information circulait déjà librement dans la presse. Malgré cela, un tribunal suprême dominé par des juges nommés sous le gouvernement du Parti populaire a décidé de condamner Álvaro García Ortiz pour une prétendue révélation des données réservées. Condamné sans preuve directe et sans certitude matérielle. Le message envoyé à tout l'appareil judiciaire est glacial. Si vous poursuivez les illégalités de la droite, c'est vous qui tomberez. Si vous êtes trop indépendant du pouvoir conservateur, vous serez anéanti. Camarades, ce qui se joue en Espagne n'est pas une anecdote. C'est un héritage historique qui remonte à loin et qui n'a pas complètement disparu. Et il faut le dire sans détour. Une partie du franquisme continue de vivre aujourd'hui encore dans certains secteurs de la justice, dans quelques grands médias et dans des puissances économiques qui n'ont jamais accepté, jamais, que la gauche gouverne avec succès. Ce n'est pas l'Espagne moderne, ce n'est pas la majorité du pays, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui explique une partie des attaques féroces contre le gouvernement progressiste. L'Espagne rompt l'immobilisme et c'est cette réussite qui l'aurait insupportable. Mais il se trompe. Parce que l'Espagne de 2025 n'est plus celle qu'ils croyaient contrôler. Parce que notre démocratie est plus forte que leur pression. Et parce que malgré eux, les pays continuent de s'émanciper de ceux qui ont toujours voulu nous soumettre. Et cette émancipation change tout. Elle permet à l'Espagne de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, l'un des rares gouvernements progressistes de l'Europe qui produit des résultats mesurables. Alors que beaucoup de pays européens sont entrés en récession ou en stagnation, l'Espagne a été l'une des économies les plus dynamiques de la zone euro ces dernières années. Plusieurs avancées espagnoles ont directement inspiré les débats européens. La taxation exceptionnelle des banques et des énergétiques, désormais discutée à Bruxelles. La réforme du marché du travail, citée par la Commission européenne comme exemple de réduction de la précarité. Et la transition énergétique. L'Espagne est aujourd'hui un acteur central de l'hydrogène vert et des renouvelables, ce qui renforce l'autonomie énergétique de toute l'Union européenne. Chers camarades, permettez-moi de vous dire une chose avec force. Notre mission n'est pas de tenir bon, c'est de prouver qu'une autre Europe peut se construire, ici et maintenant. Une Europe où les grands capitals ne captent pas toute la richesse, où la démocratie n'est pas un décor, où la dignité sociale n'est pas négociable. Une Europe où l'agenda 2030 n'est pas un simple pins à la boutonnière, mais la promesse tenue d'une vie digne pour toutes et pour tous. Une Europe qui n'a pas peur de dire que l'égalité est aussi une stratégie de croissance, que les droits humains ne sont pas la variable d'ajustement des marchés, que la justice sociale est une politique économique. Voilà notre mission commune. Et cette vision n'a de sens que si elle dépasse l'Europe elle-même. Car une politique progressiste ne se mesure pas seulement à ses frontières, mais à la manière dont elle parle au reste du monde. Et c'est dans cette projection extérieure qu'un espace s'impose naturellement, l'Amérique latine. Sur cette région, l'Espagne n'est pas seulement un partenaire, elle est un pont, un interlocuteur respecté, une voix écoutée. Et c'est avec cet ancrage que nous abordons Mercosur. La position du PSOE est claire. Cet accord peut être une opportunité stratégique pour l'Espagne et pour l'Europe, à condition qu'il respecte nos standards sociaux, environnementaux
et démocratique. Nous le disons sans ambiguïté. Oui à une coopération commerciale progressiste. Oui à un partenariat euro-latino-américain fort, mais non à un libre-échange sauvage et non à une concurrence déloyale qui puisse écraser nos agriculteurs et fragiliser nos territoires. Pour nous, socialistes, un accord n'a de valeur que s'il incarne nos valeurs. Sinon, ce n'est pas un accord progressiste. Et nous ne sommes pas là pour servir les marchés. Nous sommes là pour servir les peuples. Nous ne vivons plus dans le monde du XXe siècle. Aujourd'hui, la réalité est multipolaire. Chine, Inde, Brésil, pays du Golfe, Afrique émergente. Et la question est simple. L'Europe veut-elle être un acteur ou un spectateur? L'Espagne pousse pour une Europe qui parle d'égal à égal avec le Sud global, qui défend une transition écologique à l'échelle du siècle, qui protège le multilatéralisme, qui promeut un commerce juste et qui agit sans naïveté ni arrogance. C'est ce que nous appelons un réalisme progressiste. Pragmatisme diplomatique, mais principe non négociable. Et permettez-moi d'ajouter un point essentiel. Alors que les pays de l'OTAN ont accepté l'idée de porter leurs dépenses militaires à 5% du PIB, l'Espagne a fait un choix différent, un choix net. Nous avons choisi de protéger notre État social. Donald Trump nous a attaqués violemment pour cela. Nous assumons sans hésitation. Honorer nos engagements, oui. Sacrifier l'éducation, la santé, le logement ou la transition écologique, non. Parce que pour nous, la sécurité d'un pays ne se mesure pas seulement en char et en avion, mais en droit né de la lutte, en service public qui appartient au peuple et en justice sociale qui ne s'agenouille devant personne. Ces choix, ce sens de priorité, dit beaucoup de la vision internationale de l'Espagne. Une vision où la sécurité n'écrase pas la dignité humaine, où le réalisme n'annule pas le droit, où la force ne remplace jamais l'humanité. C'est exactement cette boussole qui nous guide en Palestine. Principe, oui. Et cohérence. Et c'est pourquoi, face à la catastrophe humanitaire à Gaza, l'Espagne a pris une position que très peu de gouvernements européens ont osé prendre. Condamnation des violations du droit humanitaire, défense de la reconnaissance de l'État palestinien, affirmation que la sécurité d'Israël ne justifie jamais l'impunité ni la massacre indiscriminé. Ce n'est pas une neutralité molle, c'est du courage démocratique, et c'est du droit, et c'est de l'humanité. Parce que la paix n'est pas un mot, c'est un impératif moral de toutes celles et ceux qui refusent l'indifférence. Et permettez-moi de rappeler une chose essentielle en ce 25 novembre. Une société qui tolère la violence contre les femmes n'est pas une démocratie accomplie. La lutte féministe n'est pas un chapitre annexe de notre projet. Elle est son cœur battant. Parce que chaque femme qui résiste à la peur fait avancer tout un pays. Et parce qu'aucune victoire progressiste n'a de sens tant que la moitié de l'humanité n'est pas pleinement libre. Chers camarades, en général, à la fin d'une conférence, on ferme un discours. Moi, je préfère l'ouvrir. L'ouvrir sur un chemin collectif. Celui des peuples qui ne se résignent plus à la politique, mais où la politique suit enfin les peuples. Parce que tout commence là, quand un peuple cesse de subir et prend la parole. Quand un pays cesse de douter
et change les règles du jeu. Alors, permettez-moi une idée simple, presque brutale. Si la chute est individuelle, l'effondrement, lui, sera collectif. Mais si l'un d'entre nous ouvre une brèche, alors tous et toutes pourront passer. Voilà pourquoi la réussite espagnole n'appartient pas qu'à l'Espagne. Elle appartient à la gauche européenne. Elle vous appartient. Et je vous demande une chose. Souvenez-vous que la droite gagne quand nous baissons la tête et la gauche gagne quand nous relevons les yeux. Et n'oubliez pas que les extrêmes détestent deux choses, les faits et l'unité. Et nous avons les deux. Ce soir, entre socialistes des différents pays, nous ne sommes pas réunis pour complaire ou pour nous complaire dans les mots. Nous sommes réunis pour préparer une victoire. Alors, brisons les cercles du doute, de la frilosité, de la résignation. Brisons-les une fois pour toutes, parce qu'une chose est sûre, l'histoire n'obéit pas à ceux et celles qui attendent. Elle avance avec celles et ceux qui osent. Osons, chers camarades. Et bientôt, à Paris, la victoire est à gagner. Merci beaucoup.